Merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Cécile Proust-Lima, je suis directrice de recherche INSERM en biostatistique et je suis au sein donc du Bordeaux Population Health, centre de recherche Bordeaux Population Health comme Boris, mais dans une équipe différente, l'équipe de biostatistique. Donc, je vais vous présenter des travaux qui sont que je fais depuis un certain nombre d'années, mais finalement qui se sont développés très récemment, plutôt vers on pourrait dire l'IA, mais l'IA côté stat, avec la thèse que je co-encadre avec Robin, dans la thèse d'Anthony Deveau. Il est en fin de deuxième année, donc il y a des résultats à lui que je vais vous présenter à la fin de cette présentation. Donc, je voulais vous parler en fait de prédictions dynamiques individuelles. Donc, en fait, l'idée, elle est très simple, c'est que prédire un événement de santé, c'est devenu central dans le quotidien de la recherche en sciences. Alors, pourquoi en sciences médicales pour monitorer ou bien pour faire du dépistage de maladies, et en général de maladies chroniques, mais aussi donc dans le dépistage pour pouvoir diagnostiquer et initier des thérapies plus précocement. Et puis, il y a aussi dans ces prédictions individuelles, en fait, quelque chose qui est moins connu, c'est le fait d'être en mesure d'inclure dans les essais thérapeutiques des sujets vraiment ciblés qui seraient à haut risque de faire une maladie. Et ça, c'est particulièrement important dans certaines maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Alors, quel est le principe de ces prédictions individuelles? L'idée, ça va être de prédire ce qui va arriver au patient à partir de l'information dont on dispose pour celui-là. Et ce qu'on veut prédire, en fait, la plupart du temps, ça va être un événement. Ça va pas forcément être un biomarqueur. Donc, ce qu'on va vouloir prédire, ça peut être un diagnostic, une complication, une rechute, un décès, des choses comme ça. Et on va vouloir faire cette prédiction à partir de l'information qu'on a disponible. Et cette information, elle va être de deux types. Ça peut être une information qu'on va collecter à baseline, donc la première fois qu'on voit notre patient. Donc on peut imaginer la sévérité d'une maladie, l'âge, des biomarqueurs que l'on aurait collectés au diagnostic d'une maladie. Mais finalement, quand on veut prédire en fait ces événements et ce devenir du patient, on va surtout s'intéresser à l'information qui va être collectée au cours du suivi. Et là, pour le coup, on va être principalement sur des biomarqueurs qui sont des mesures avec erreur d'un vrai marqueur d'intérêt et qui vont être mesurés à des temps très différents. Donc, on va voir que ces données-là doivent être traitées de manière très spécifique. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'une prédiction dynamique individuelle? En fait, prenons un contexte vraiment très simple. On veut prédire un événement à partir d'un biomarqueur dont on dispose à T0. Donc ici, c'est un petit exemple avec la créatinine. Et on veut prédire pour cette personne qui a ce niveau de créatinine et d'autres variables explicatives à 0. On veut calculer sa probabilité d'avoir l'événement à 2 ans ou à 4 ans d'une complication, par exemple. Donc, dans ce contexte-là, on va avoir deux mots-clés qui vont être importants. Ça va être le moment auquel on fait la prédiction. Donc, on va faire la prédiction ici à partir de 0 ans, à partir vraiment de l'inclusion. Et ça, on appelle ça le temps landmark. Et après, on va avoir l'horizon de notre prédiction, c'est-à-dire dans quelle fenêtre de temps on va faire cette prédiction. Par exemple, ici, on l'a fait à 2 ans et ici, on l'a fait à 4 ans. Et l'idée en fait qu'on va avoir derrière, c'est que si on revoit notre patient 2 ans plus tard, on va vouloir mettre à jour cette prédiction-là. Et si on la met à jour, on va prendre en compte le fait qu'il est encore vivant 2 ans après, mais on va aussi vouloir prendre en compte l'information sur les biomarqueurs et sur les variables explicatives au diagnostic. Et si on prend que la créatinine initiale, en fait, on rate tout ce qui va être important sur l'évolution de la pathologie. Donc, ce qu'on voudrait faire plutôt, ce serait de prendre en compte la trajectoire qu'on observe pour cette personne, pour ce patient-là, donc jusqu'à ces 2 ans pour mettre à jour cette probabilité d'avoir une complication après 2 ans dans l'étude. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on appelle ça des prédictions dynamiques, c'est parce qu'on va mettre à jour le temps, mais on va aussi prendre en compte une information dynamique sur les biomarqueurs.
Alors, un petit exemple qu'on a fait, j'ai travaillé il y a pas mal de temps sur le cancer de la prostate et puis récemment. Donc, l'idée ici, c'était de prédire le risque d'une rechute de cancer de la prostate ou d'un décès en prenant en compte le marqueur vraiment central dans le cancer de la prostate qui est l'antigène spécifique de la prostate. Et donc, l'idée, en fait, c'était qu'on était à partir de la fin d'un traitement par radiothérapie. On avait pas mal d'informations à baseline sur la sévérité du cancer, etc. Et puis, pour cet individu, on avait, par exemple, 3 mesures répétées et on se retrouvait 2 ans après la fin du traitement à vouloir savoir quel était le risque pour cette personne de faire une rechute. Et donc, en construisant une méthode de prédiction, eh bien, on a pu quantifier le risque. Donc, ici, autour de 0,2, d'avoir une rechute de cancer et de la prostate et aussi le risque de décéder ou pareil à l'horizon 4 ans. Et puis d'être en mesure, eh bien, une fois qu'on revoit ce patient-là après une nouvelle visite, d'être capable de mettre à jour en fait notre prédiction à chaque fois à 2 ans et à 4 ans. Donc ça, c'était pour illustrer ce qu'on cherche à faire, mais d'un point de vue mathématique, il faut bien définir ces quantités-là, c'est-à-dire cette probabilité-là, il faut être capable de la quantifier. Donc en fait, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment quand on va faire tout ça? Ça va être de calculer eh bien une probabilité, la probabilité d'observer un temps d'événement. Donc T, c'est le temps d'événement pour un sujet qui s'appellerait étoile, et on cherche l'événement, en fait, le temps d'événement pour une certaine cause. Rechute, par exemple, ça voudrait dire un delta qui vaut 1, ou bien un décès, par exemple, delta qui vaut 2. Donc vraiment, une probabilité d'avoir un événement d'une certaine cause et dans un certain intervalle de temps. Donc entre le temps de landmark, le temps S, le temps auquel on fait la prédiction, et le temps S plus W, où W va être notre horizon. Et ça, en fait, on va vouloir le calculer de manière conditionnelle. On veut prendre en compte le fait que nos patients, eh bien, ils sont encore à risque de faire l'événement au moment où on fait la prédiction. Donc finalement, leur temps d'événement est nécessairement supérieur à S. Et puis, on veut prendre en compte toute l'information sur des biomarqueurs répétés dans le temps que je note Y de manière très générique et toutes les variables autres que l'on pourrait avoir pertinentes que je note X. Donc ça, c'est notre cible. C'est ça qu'on veut calculer. Mais ça, on le connaît pas et on est obligé en fait d'apprendre des données et donc d'apprendre avec une méthode de prédiction, un modèle statistique ou d'autres méthodes qui nous permettraient d'avoir une règle de prédiction. Et donc, ces méthodes-là, en fait, que je note par un M, potentiellement indicé par θ s'il y a des paramètres à estimer, on va l'obtenir sur un échantillon d'apprentissage, un grand échantillon, le plus complet possible. Et on va construire, en fait, cet estimateur de probabilité d'événement à partir de ce modèle-là. Et on pourra ensuite l'appliquer à tout nouveau sujet, par exemple, ce sujet étoile. Donc, c'est comme ça que ça marche en statistique pour fournir ces prédictions dynamiques. Mais alors, il y a quelques petites choses auxquelles il faut faire attention. C'est que d'abord, ce qu'on est en train de prédire, en fait, c'est un événement de type survie. Nos données, en fait, c'est des données de survie. Alors, qu'est-ce que j'appelle des données de survie? C'est pas nécessairement que spécifiquement des données binaires. C'est pas oui, non, j'ai l'événement ou pas l'événement. En fait, c'est un peu ça. Sauf qu'en fait, je ne sais pas forcément pour tout le monde s'il a l'événement ou pas. Parce qu'on va avoir des personnes qui vont être censurées, qui vont sortir de l'étude, ou bien des personnes qui, après, qui n'ont pas encore atteint, par exemple, 4 ans dans la maladie, et je ne vais donc pas pouvoir prédire ce qui se passe à 4 ans chez eux. Donc, on appelle ça de la censure, et cette censure-là, il faut nécessairement la prendre en compte pour obtenir des prédictions correctes. Donc, on ne peut pas appliquer n'importe quelle méthode de prédiction ici, simplement celles qui sont adaptées aux données de survie. Et ensuite, pour construire cette méthode de prédiction, il faut absolument, si on veut prendre en compte l'information qu'on a à baseline, alors là, on a pas mal de choses qui sont possibles à faire. Donc, si on est en petite dimension, on peut faire toutes les méthodes de régression classiques qui sont adaptées à des données de survie. Donc, en premier lieu, le modèle de Cox, mais on peut aussi penser à des pseudo-observations, etc. Et puis, si on est en grande ou en large ou high dimension, alors là, on peut imaginer d'autres types de régressions, toujours adaptées à la survie, mais qui vont faire peut-être de la sélection de variables ou bien de la réduction de dimensions. Et puis, on peut aussi imaginer d'autres méthodologies avec, par exemple, des méthodes ensemblistes. On peut penser aux forêts aléatoires.
Le problème, c'est qu'en fait, ces méthodes-là, elles vont pas forcément prendre en compte l'information répétée qu'on a sur nos biomarqueurs. Cette information, pourtant, elle est essentielle. Et le truc, c'est que ces biomarqueurs, en fait, c'est des données qui sont un peu spécifiques. C'est ce qu'on appelle des marqueurs internes, c'est-à-dire qu'ils sont intrinsèquement liés à l'événement. Ils vont prédire l'événement, mais l'événement va aussi pouvoir prédire leur niveau. Et de ce fait-là, on va devoir les traiter vraiment comme une entité en soi et on va devoir les modéliser au cours du temps. En plus, c'est des données qui sont brutées, qu'on va mesurer de manière discrète. Et donc, il faut prendre en compte tout ça. Et en fait, ça se fait par une modélisation. Comme tout processus stochastique, on va pouvoir le modéliser au cours du temps. Et il faut bien prendre ça en compte dès lors qu'on veut faire des prédictions dynamiques pour données répétées. Alors, comment on fait ça? Il y a une manière qui est très intuitive, c'est que si on veut prédire à partir de 4 ans, par exemple, dans une cohorte, ici, je suis dans mon exemple sur les PSA, donc j'ai des données de PSA sur les 4 années qui suivent la fin de mon traitement et je veux utiliser toute cette histoire d'informations sur mes biomarqueurs pour prédire ce qui va se passer après. Je coupe toutes mes données, je m'intéresse qu'aux sujets qui sont encore à risque à 4 ans. Je vais résumer en fait ces trajectoires individuelles par des caractéristiques, des résumés individuels et je vais incorporer ces caractéristiques, ces résumés individuels dans une méthode de survie classique, celle que je voudrais. Et ça, c'est très bien, c'est très pratique, ça marche très bien. Ce qu'il y a, c'est que si par exemple demain je veux faire cette prédiction, mais maintenant à 5 ans, il va falloir que je refasse tout tourner, il va falloir que je estime mon modèle sur les 5 premières années, que je dérive toutes mes caractéristiques individuelles, que je reconstruise ma méthode de prédiction, etc. Donc c'est un peu lourd, c'est fastidieux et puis ça prend pas totalement en compte toute l'information que j'aurai sur tout mon suivi, donc vraiment le lien intrinsèque qu'il y a entre mon biomarqueur et mes temps d'événement. Donc une façon de le faire plus proprement, c'est vraiment de modéliser tout mon processus répété ici et mon processus de survie. Donc en tout point d'être en mesure de modéliser leur corrélation. Et ça se fait par des approches dites des modèles conjoints qui permettent en fait d'estimer simultanément ces deux modèles en supposant qu'ils partagent des caractéristiques communes. Ça, c'est super, c'est très très bien pour fournir des prédictions dynamiques. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas souvent qu'un seul biomarqueur, on a plusieurs biomarqueurs, potentiellement plein de biomarqueurs, et dans ces cas-là, eh bien, les modèles conjoints, ils vont pas être applicables parce qu'en fait, ils vont être numériquement beaucoup trop demandants. On va jamais pouvoir estimer vraiment ces modèles conjoints pour plein de marqueurs. Donc, si on est dans un cadre où là, par exemple, on a 6 biomarqueurs, mais en fait, on pourrait imaginer beaucoup plus que ça, des dizaines, des centaines de biomarqueurs, il va falloir qu'on définisse des nouvelles méthodes qui permettent de le prendre en compte. Et c'est ce qu'on a fait avec la thèse d'Anthony. Donc, on a commencé en fait par définir une approche landmark, l'approche intuitive pour faire des prédictions, où en fait, on a maintenant considéré alors là 4, mais en fait plein de biomarqueurs, où on va s'intéresser aux données jusqu'au temps de landmark. Donc, on va faire nos résumés pour chacun des marqueurs. On va se retrouver avec plein de résumés potentiels. Et puis, du coup, on va appliquer des méthodes pour des données de survie, mais qui sont adaptées à des données corrélées, à des données de moyenne ou de grande dimension. Donc, on a utilisé pour ça des modèles de Cox avec des pénalités, par exemple, Lasso, Rich, ElasticNet, ou bien des modèles de Cox type PLS ou SPARF PLS, et puis des forêts aléatoires adaptées à la survie. Et à partir de ça, on va pouvoir, en fait, pour chacun obtenir une méthode de prédiction, une probabilité prédite, et on peut même combiner tout ça dans des super learners pour avoir une seule probabilité qui tienne compte de toutes ces méthodes-là. Dans le super learner, on peut, en fait, pondérer ces méthodes par exemple, une erreur de prédiction qui serait cross-validée. Donc ça, c'est disponible dans le GitHub d'Anthony et il y a un papier sur Archive qui décrit cette méthodologie-là. Et pour vous donner un exemple, bien ça, c'est un exemple donc sur la cirrhose biliaire primitive. C'est un dataset qui est disponible sur R et qui est très souvent utilisé en modélisation dynamique. Et là, on avait 225 patients, on avait 11 marqueurs répétés et puis d'autres indicateurs et on a appliqué notre méthodologie landmark
marques sur 11 méthodes de prédiction, et on a pu comparer les Braillard Scores, donc l'erreur de prédiction, ou l'AUC, et mettre en évidence, donc, par exemple, les Cox pénalisés, donc les modèles de régression pour données qui font du lasso ou du ridge ou de l'élastic-net, avaient des AUC, donc discriminaient mieux les individus. Les forêts étaient, certaines forêts étaient pas mal non plus, mais surtout en erreur de prédiction, elles avaient une erreur de prédiction plutôt parmi les plus faibles, etc. Donc, on peut en fait définir des modèles de prédiction et des méthodes de prédiction lorsque l'on a un grand nombre de marqueurs répétés. Et l'intérêt aussi dans les forêts qui nous a bien plu, c'est qu'on a été capable de mettre en évidence quels étaient les marqueurs qui étaient les plus pertinents. Donc, ici, on est sur des variables, sur l'importance des variables. Donc, plus on est à droite, en fait, plus cette variable est importante. Et donc, on avait 7 résumés par marqueur répété. Donc, 7 caractéristiques qui permettaient de résumer la trajectoire. On a mis en évidence que la bilirubine, l'albumine à une moindre mesure, et prothrombine et l'hépatomégalie étaient les biomarqueurs qui étaient les plus pertinents pour prédire le risque de décès chez ces patients. Alors, le problème, c'est que cette méthodologie, elle reste une méthodologie vraiment landmark, donc en 2 temps. Or, nous, ce qui nous intéresserait vraiment, ce serait de prendre en compte tout simultanément, c'est-à-dire tous nos biomarqueurs simultanément du temps 0 jusqu'au temps maximum, et de modéliser leur corrélation avec, le risque d'événement, pareil, du temps 0 jusqu'au temps maximum. Ça, en fait, on a réussi à le faire en étendant les méthodes de forêt qui sont adaptées à la survie, en incorporant à l'intérieur, en fait, des modèles statistiques, des modèles biostatistiques, pour à chaque nœud de chaque arbre de la forêt être en mesure de réestimer, en fait, les caractéristiques de chacun des biomarqueurs, les caractéristiques résumées, et de pouvoir, en fait, choisir, splitter nos individus suivant ces caractéristiques vraiment précisément définies sur ces sous-populations-là. Et donc, cette forêt aléatoire qu'on appelle dynamique, elle est disponible sur GitHub aussi, sur le GitHub d'Anthony. Donc, un tout petit exemple ici qui est en lien avec le CHU de Bordeaux, c'était pour prédire le risque de vasospasme après une hémorragie subarachnoïdienne. Et l'idée donc était d'utiliser en fait des biomarqueurs. Alors, dans un premier temps, on a utilisé 4 biomarqueurs répétés, en fait 4 de ceux-là, pour essayer de voir quel était le risque, l'association avec le risque de vasospasme, et d'autres indicateurs disponibles initialement. Et on a mis en évidence, bien que c'est vraiment la température et puis la pression artérielle moyenne plus deux données initialement, qui étaient vraiment les plus importantes pour prédire le risque de vasospasme chez ces patients-là. Donc, en conclusion, je sais que j'ai dépassé, je suis désolée. Donc, je voulais vous montrer en fait, ce qu'étaient les prédictions dynamiques individuelles vues par une biostatisticienne. En fait, ces prédictions dynamiques, on nous en demande extrêmement souvent parce que c'est vraiment devenu central dans la clinique, dans la recherche médicale. Le problème, c'est que dès lors qu'on a des marqueurs longitudinaux, c'est pas si simple que ça. Il y a vraiment des complexités qui interviennent, avec notamment le fait que ces biomarqueurs-là, sont des données en soi très très spécifiques. Et le problème, c'est que ces marqueurs longitudinaux, on sait en fait les modéliser d'habitude dans nos travaux de recherche, sauf que là, en fait, dès lors qu'on a beaucoup de marqueurs, on est complètement limité. Et c'est pour ça qu'on s'est aperçu qu'en fait, les combiner ces méthodes biostatistiques qui permettent de modéliser les marqueurs longitudinaux avec des méthodes de machine learning, statistical learning ici, c'était vraiment quelque chose qui avait beaucoup de potentiel pour la suite. Autre chose qui est très important dans ce contexte-là, que nous, par contre, on n'a pas encore fait, c'est l'optimisation individuelle de screening ou de monitoring, et ces méthodologies-là permettent justement de le faire. Il y a des travaux très intéressants des néerlandais là-dessus.
Enfin, il y a un dernier point sur lequel je n'ai pas insisté, mais finalement, on en a un tout petit peu parlé à la fin de la présentation de Boris, c'est développer des méthodes, c'est très bien, mais il faut pouvoir évaluer leur capacité prédictive et savoir si vraiment elles mesurent ce qu'il faut. Et ça, c'est tout le problème de l'évaluation de la qualité de prédiction avec notamment la calibration. Donc, est-ce qu'on prédit ce qu'on veut prédire et la discrimination, est-ce qu'on est capable de discriminer deux patients avec deux risques différents. Et tout ça, ça doit être fait avec des méthodes adaptées. Vous en avez qui sont décrites dans ce papier de Paul Blanche. Donc, merci à vous pour votre attention. Ces travaux, ils ont été financés par l'ANR et puis par l'EUR DPH et quelques références pour vous. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Donc, on a du temps encore, hein, on est bien. Ouais, j'étais un peu long, désolée. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, même exercice que d'habitude. Ce serait bien que ce ne soit pas toujours Laurent et moi. Eh bien, ça va être Laurent. Mais Laurent est motivé et j'ai aussi noté quelques trucs. N'hésitez pas à intervenir, mais vas-y, Laurent. Moi, je me pose toujours des questions de causalité, en fait, sur tout ça. Comment tu places la recherche de causalité dans ce que vous avez trouvé? Alors, on a des aspects de nos travaux qui sont beaucoup sur la causalité. C'est vrai qu'en général, on va séparer causalité et prédiction. Quand on veut faire de la prédiction, on veut être au plus près et on veut, même si on a des problèmes de facteurs de confusion, en fait, peu importe, on veut prédire au plus près. Après, les méthodes statistiques, les modèles, par exemple, conjoints, eux, ils sont plutôt au départ faits pour faire de la causalité, pour vraiment chercher un lien entre deux processus. Mais finalement, c'est pas forcément quelque chose dont on a besoin, même si on peut imaginer qu'un modèle causal bien fait soit aussi prédicteur correctement. L'inverse n'est pas forcément vrai. Donc voilà, donc on a des méthodes qui sont plus proches, qui permettent vraiment d'étudier la relation proprement entre deux processus. Après, dans ces travaux-là, on va surtout chercher à apprendre le mieux possible des données. Parce que tu vois, dans les cas de rechute, tu dis, s'il y a de la température, il y a une rechute, etc., on a envie de chercher à comprendre ce qui se cache derrière, quoi. Tu vois. Bien sûr, ouais, non, bien sûr. Après, la question, alors ça, c'est d'autres questions de recherche, en fait, et c'est pas forcément la même méthodologie stats qu'on va employer. Ça va plutôt, c'est ce que je disais, on va plutôt être sur des modèles conjoints, là, pour vraiment essayer de comprendre précisément cette question-là, quel est le lien, quelle est l'association. Après, nos collègues en neuroréanimation, eux, ils veulent savoir chez qui on doit initier un traitement tôt pour essayer de les sauver. Donc là, pour le coup, c'est plutôt par rapport aux marqueurs qu'ils ont à disposition et c'est plutôt ces informations-là qu'on va choper en espérant, bien sûr, en faisant attention à pas être suroptimiste. Donc, il y a aussi toute une recherche derrière pour essayer effectivement après de comprendre ces associations-là et effectivement pourquoi est-ce qu'on voit cette température qui ressort ou bien cette pression artérielle effectivement. Ouais. Okay, merci. J'ai plein d'autres questions, mais je laisse la main. Alors, moi, j'en avais 2-3, mais alors peut-être une première, c'est est-ce que bon là, il échappera à personne que moi je suis pas du tout, je suis pas du tout de ce domaine. Hein. Donc et puis je dirige un centre de recherche et je fais plus de recherche depuis quelques années, mais j'essaie quand même de comprendre et quelle est l'importance ou pas d'avoir les mêmes données pour toutes les personnes sur lesquelles on se base pour faire l'étude. Est-ce que la méthode que tu as présentée elle fonctionne même s'il y a des données manquantes, c'est-à-dire si quand un patient vient, on ne fait pas forcément exactement les mêmes examens que pour les autres patients, ou alors on les fait mais pas à chaque fois, et donc le fil longitudinal que j'ai sur un patient, non seulement il n'est peut-être pas cohérent dans la durée, mais il n'est peut-être pas non plus cohérent avec les autres fils des autres patients. Est-ce que ça c'est quelque chose de très gênant ou pas ? Ouais, alors le côté longitudinal, pas du tout, parce que justement, ces méthodes-là, elles vont essayer à partir de l'information dont on dispose pour le patient,
quel que soit le moment auquel on l'a, d'aller récupérer le signal qui est derrière, donc qui lui est en temps continu. Donc ça pose pas de problème. Après, quand tu as des données qui sont issues de méthodologies différentes, là, ça peut poser des problèmes, des biais, parce que ça mesure pas exactement la même chose. Donc soit on arrive à corriger le tir en amont en comprenant le lien qu'il y a entre ces différentes techniques. Il y a des façons de faire pour ça basées sur des variables latentes. On peut s'en dépatouiller. Après, s'il y a des données manquantes majeures, par exemple, je sais pas moi, le type de diagnostic quand on veut faire de la prédiction et que cette variable-là, elle est dans la méthode, là, on va être bloqué et on va être obligé d'abord de prédire à partir de toute l'information et des relations qu'on connaît entre variables, de prédire cette information pour ensuite pouvoir appliquer la méthode. Et donc, une autre question totalement béotien, c'est est-ce que pour faire ce genre d'études longitudinales, on n'est pas obligé d'être au plus près des établissements de santé, on va dire, dans la mesure où il faut être capable de suivre dans la durée des individus et donc, si on le fait à distance des établissements de santé, vu les contraintes qu'on a de ne pas manipuler de données personnelles qui permettent de réidentifier les personnes, etc. Finalement, est-ce qu'on n'enlèverait pas une partie de ce dont on a besoin pour être capable de faire le suivi longitudinal? Oui, alors il y a une distinction entre l'apprentissage et ensuite la prédiction. Donc quand on apprend, on va partir de cohortes qui sont des cohortes assez importantes. Alors là, pas forcément dans l'exemple que je vous ai fait, mais souvent on va plutôt être sur des quelques milliers de personnes. Et là, on n'a pas besoin d'être au plus près. Ces cohortes, elles existent. C'est des données souvent qui ont été collectées soit dans des essais thérapeutiques, soit dans des cohortes hospitalières, soit dans des cohortes épidémiologiques. Donc ça va nous permettre de traîner notre méthode et vraiment de créer notre méthode de prédiction. Et après, quand on doit appliquer ça pour un nouveau patient, là, effectivement, il faut être au plus près des données. En fait, l'idée, in fine, c'est de pouvoir incorporer ça dans des pages web ou dans des interfaces qui permettent au clinicien, il a son patient, il a ses nouvelles données, son histoire de données, et hop, il sort une probabilité d'événement à 2 ans avec un intervalle de confiance qui lui permet de voir un peu le problème de variabilité. Et ça, il y a quelques exemples qui existent. En cancer de la prostate, on l'a fait. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans d'autres contextes. Donc, c'est deux aspects différents. Et là, puisque tu disais que vous l'avez fait sur le cancer de la prostate ou d'autres, donc est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul sur des choses qui ont été faites avec ce type d'approche pour après coup dire des choses sur l'efficacité des prédictions parce que je me posais un peu le même genre de questions que Laurent sur la causalité. Donc finalement, est-ce que les prédictions qu'on fait ça correspond vraiment à quelque chose ou alors pas tant que ça? Et puis aussi du recul sur les conséquences de la mise en place de mesures suite à ces prédictions. Alors ça, c'était un point que j'avais mis en discussion. Alors nous, on l'a pas fait, mais il y a une équipe qui fait aussi pas mal de modélisation de prédiction dynamique qui s'est attelée à cette tâche-là, qui est une énorme tâche, qui est vraiment de changer en fait les screenings, les screening schedules, les agendas là, pour suivre les patients, en fait, d'éviter de faire telle ou telle opération invasive suivant le résultat de ces probas-là. Donc de faire de la maintenance prédictive comme on fait pour les avions, mais pour les humains, quoi. Il y a un peu ça, c'est-à-dire d'éviter, par exemple, de faire une biopsie si on considère qu'il n'y a pas besoin. Parce que dans le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est sur un très long terme, donc on ne va pas faire une biopsie tous les 2 ans. Et donc, comment faire pour utiliser? Et donc là, il y a des méthodes qui sont comme ça en train d'être mises en place pour essayer de voir si ce type d'approche-là marche vraiment. Ouais. Mais ça, nous, on l'a pas fait encore. Ça. D'accord.